Nous sommes très heureux de vous retrouver sur Medi 1 TV Afrique. Soyez les bienvenus dans le Talk Afrique. Lors du forum de la société civile en début octobre, le président de la Banque africaine de développement a affirmé ceci: nous aurons besoin de vous, organisation de la société civile, pour défendre et soutenir fermement la 16e reconstitution des ressources du Fonds africain de développement, car elle constitue une promesse d'espoir pour les plus vulnérables face aux ravages du changement climatique. La contribution de la société civile à la résilience climatique nous intéresse dans cette émission. On dira encore bienvenue à nos deux invités. Nous sommes en compagnie de Daniel Oulaye. Bienvenue sur ce plateau. Merci. Vous êtes agroécologiste, fondateur et gérant de la Grainothèque et par la même occasion vice-président de la commission agriculture de PACJA Côte d'Ivoire. Nous avons sur notre plateau un habitué de ces plateaux également, Oboué Durand. Bienvenue. Merci beaucoup, Thomas. Vous êtes président du club de développement durable et coordonnateur de PACJA Côte d'Ivoire, qui est l'Alliance pour la justice climatique. Monsieur. Alors, vous avez pris part au forum de la société civile, on l'a dit en début du mois d'octobre. Parlons brièvement des enjeux de ce forum. On commence avec Daniel Oulaye. D'accord. Je pense que ce forum était un cadre idéal pour permettre à ce que acteurs de décision, acteurs politiques, partenaires de développement et acteurs de la société civile puissent se rencontrer, discuter, parler et faire des propositions et prendre en compte les aspirations et les attentes des citoyens de la base, donc, dont la voix était portée par la société civile. D'accord. Votre participation à un tel forum, ce n'est pas la toute première fois. Ah non. D'accord. Expliquez-nous un peu le déroulement, les grands sujets qui ont été abordés à ce forum. Alors, il faut dire qu'il y a plusieurs sujets qui ont été abordés, notamment la question de la résilience au changement climatique, la question également de la finance climatique, et aussi la question de l'agriculture a été longuement discutée, voilà, et la question des énergies renouvelables aussi. Voilà. On se souvient que lors d'une émission ici sur la COP15 sur la désertification, oui. Oboué Durand, vous aviez exprimé votre joie que les acteurs de la société civile aient été associés, que les jeunes aient été associés. Il y avait même des rencontres pour les jeunes. Oui. Est-ce qu'au niveau de ce forum, ça a été la même chose? Il y a des points positifs qui vous ont marqué personnellement? Alors, il faut dire que singulièrement, nous, on a été invités en tant qu'organisation de jeunes et étant dans le milieu estudiantin. Donc, pour nous, c'est une satisfaction. Comme le Club Développement Durable, il y a eu plusieurs autres organisations de jeunes qui ont été appelées pour pouvoir participer à ce forum-là. Et les organisations de la société civile, naturellement, qui étaient ciblées par ce forum, ont été conviées également. D'accord. On a dit tout à l'heure dans l'adresse du président de la Banque africaine de développement, il a dit « Nous avons besoin de vous, société civile ». Alors, comment est-ce que vous prenez une telle adresse ? Je pense avec satisfaction, parce que nous, la société civile, on se veut la voix des populations exclues, défavorisées et parfois qui ne sont pas prises en compte dans les politiques de développement structurant. Et quand le président de la BAD le dit, c'est aujourd'hui une voix qui porte, que les États commencent à se rendre compte qu'il est important que nos programmes de développement puissent être de plus en plus inclusifs. Et pour nous, c'est important. C'est important que le développement soit inclusif et que les personnes les plus défavorisées soient prises en compte, parce que c'est elles qui sont les plus touchées par la question du changement climatique. C'est elles aujourd'hui qui perçoivent de plus en plus ce stress climatique, et quand le président de la BAD décide de les prendre en compte, de les écouter, de s'approprier les attentes de ces populations, ça ne peut qu'être reçu avec beaucoup de satisfaction. On entend souvent dire ce qui se fait pour moi, sans moi et contre moi. La société civile va être associée à quel niveau? Parce qu'on imagine qu'avec les grands financements qui sont donnés, il y a un mécanisme, un canal par lequel la Banque africaine de développement passe, à travers les États, à travers les structures, les institutions. Mais désormais, comment ça va se faire? Est-ce que ça va changer? Alors, il faut dire que la société civile est considérée désormais comme un partenaire, parce que la banque reconnaît que la société civile a la capacité de gérer des projets, mais de suivre également des projets qui sont mis en œuvre avec le financement de la BAD, de suivre la mise en œuvre si les fonds qui ont été alloués sont destinés correctement. Donc, la société civile joue ce rôle de veille-là. La société civile également dispose de certaines compétences spécifiques pour pouvoir intervenir comme des consultants et autres dans plusieurs domaines de projets de la BAD. D'accord, parlons toujours de cette société civile en termes de force dans l'atteinte des objectifs de la BAD. Parfois, on a l'impression que nos sociétés civiles en Afrique et dans les différents pays, parfois, sont assez muettes. Mais la BAD estime que la société civile est très stratégique. Pourquoi elle le pense? D'abord, il faut dire que la société civile a une certaine liberté de travailler, parce que
à la différence des gouvernements et autres qui dépendent indirectement du premier et du chef de l'État et autres, la société civile est cette troisième voie-là qui se positionne et qui peut mener librement ses activités, qui peut librement constater des faits, surtout dans la mise en œuvre de certains projets, constater des insuffisances et dénoncer. Voilà. Et aussi, la société civile se positionne comme un acteur qui peut influencer des politiques, tant au niveau des gouvernements comme aussi au niveau de la Banque africaine. On peut dire que la BAD fait beaucoup pour le domaine agricole. En Afrique, quand on sait que le maximum de terres arables, c'est en Afrique que ces terres se trouvent. Vous qui êtes agroécologiste, est-ce que vous pensez que la BAD fait suffisamment dans ce domaine? Alors, je pense que déjà, il faut féliciter les initiatives prises par la BAD. Il faut féliciter parce que ces 10 dernières années, la BAD a financé beaucoup d'études, beaucoup de recherches, beaucoup de rencontres et a posé de bons pas vers la transition. Vers la transition, c'est déjà important parce que, vous savez, l'Afrique a sa singularité. Et pour aborder cette question de résilience, l'Afrique doit prendre en compte ses singularités vis-à-vis du changement climatique. Et l'un des points clés dans cette singularité, c'est la disponibilité de terres arables. Donc l'Afrique doit assumer pleinement sa responsabilité vis-à-vis de l'alimentation de la nouvelle population mondiale. Parce que c'est elle l'avenir. C'est nous demain qui devons assumer notre capacité de produire et pouvoir nourrir le monde parce que nous avons la disponibilité de la terre, nous avons la population la plus jeune, donc la main-d'œuvre. Et ça, la BAD est de plus en plus consciente de cela et elle prend le lead sur la réflexion, sur les actions et ça, c'est déjà à saluer. D'accord, parlons de la question climatique, la résilience climatique. Vous qui êtes au niveau de l'Alliance pour la justice climatique, quelle est l'évolution du temps aujourd'hui? Quels sont les constats que vous avez faits et qui nous poussent à faire beaucoup plus attention? Vous qui avez participé à des séminaires, à des grandes rencontres, des différentes COP. Oui. Alors, il faut dire que les constats sont réels. Au départ, il existait beaucoup plus de climato-sceptiques, mais aujourd'hui, même nos parents dans le milieu rural savent que le climat a changé. Le seul problème, c'est que ces parents-là ne savent pas qui est responsable ou encore quelle est la cause de ce changement du climat. Donc pratiquement tout le monde est unanime. Lorsque nous étalons l'analyse au niveau africain, on peut constater que plusieurs régions de l'Afrique aujourd'hui sont beaucoup impactées par les effets des changements climatiques. Lorsqu'on regarde dans la corne de l'Afrique avec les pays tels que l'Éthiopie et tout ça, qui sont frappés par une sécheresse historique. Donc, les effets des changements climatiques viennent amplifier encore ces problèmes-là. Au niveau de l'Afrique orientale, par exemple, plusieurs pays aujourd'hui sont frappés par des tsunamis et des inondations qui continuent de fragiliser le développement de certains pays. Même lorsque nous regardons au niveau de la Côte d'Ivoire, les effets des changements climatiques sont réels. Lorsque nous voyons sur le littoral de la Côte d'Ivoire, les agriculteurs aujourd'hui savent que le climat n'est plus stable, les saisons ne sont plus stables. Les pluies, il pleut par moment lorsqu'on ne s'attend pas et lorsqu'on attend la pluie, il n'y a plus de pluie. Voilà, donc voilà comment les effets des changements climatiques se manifestent. Daniel Oulaye, vous qui êtes, on dirait un homme de terrain, un homme de la terre, quels sont vos constats, année après année? Alors, je pense qu'année après année, on a du mal aujourd'hui à maîtriser la pluviométrie. Et les calendriers agricoles sont en train de changer sous les yeux des praticiens sans parfois on reste impuissant face à cela. L'année dernière, dans l'ouest de la Côte d'Ivoire, j'ai rencontré beaucoup de paysans qui ont sémé au mauvais moment. On s'aimait au bon moment relativement au calendrier habituel, mais on s'aimait au mauvais moment parce que le calendrier ayant changé, la pluie n'est pas venue au bon moment, on a eu des semences qui sont restées en terre et qui ont brûlé sous le feu du soleil parce que la pluie n'est pas venue au temps opportun. Donc finalement, c'est ce stress-là que les agriculteurs sont en train de subir année après année. Donc au point où on est vraiment aujourd'hui sceptique quand il faut semer ou il ne faut pas semer. Et ça, ce n'est qu'un pan de ce stress climatique. Et on va plus loin aujourd'hui pour ceux qui sont dans les zones côtières avec l'avancée de l'eau. Aujourd'hui, on le vit sur le terrain, on vit ce changement climatique là, mais malheureusement, on reste impuissant
parce que nous n'y étions pas préparés. Donc les populations ne sont pas vraiment résilientes face à ce changement-là et subissent beaucoup de conséquences, beaucoup de pertes économiques, matérielles vis-à-vis de ce changement. Est-ce que les semences sont aussi atteintes, puisque vous êtes promoteur de la grainothèque, fondateur de cette initiative-là? Alors, est-ce que les semences sont atteintes? Je pense que la question semencière, c'est une question très transversale et vaste. Alors, si on veut parler des semences paysannes, aujourd'hui, on est de plus en plus dans un phénomène de raréfaction de la diversité génétique. Donc, pour certaines espèces ou certaines spéculations où nous avions une trentaine, une cinquantaine d'espèces, on est aujourd'hui, par exemple, avec la tomate, on est à moins de 2-3 espèces aujourd'hui disponibles par rapport à il y a 20-30 ans, on en avait une cinquantaine. Donc, il y a autant de cultures aujourd'hui qui sont victimes de raréfaction ou de disparition de la diversité génétique donc de ces semences. Et tout ça, c'est dû au fait à ces changements auxquels nous nous étions pas habitués et finalement on est dans un système d'homogénéité des semences qui finalement tue la diversité et raréfie donc je vais dire la qualité organoleptique des produits. D'accord, vous qui êtes un peu averti sur les questions de climat, on dit souvent que l'impact des grandes pollutions dans les pays développés se ressent ici sur les pays non développés et sur l'Afrique. Est-ce que la question de la résilience peut être traitée à une faible échelle? Quand je parle de faible échelle, le paysan qui a l'habitude de cultiver, qui vit le stress comme l'autre l'a dit, est-ce qu'il peut prendre des dispositions personnelles pour s'en sortir ou ce sont des actions concertées de tout un continent qui peuvent avoir beaucoup plus d'impact? Alors, les paysans doivent être avertis, comme Daniel le disait tout à l'heure. Je pense que les scientifiques doivent pouvoir produire des données et puis communiquer ces données-là aux paysans. C'est à ce titre-là que ces paysans-là pourront assurer une certaine résilience. Parce que parler de résilience, c'est vraiment beaucoup d'efforts qu'il faut fournir en termes d'information déjà, parce que je sais qu'au niveau de la BAD déjà, ils sont en train de mener des efforts pour pouvoir mieux collecter des informations en matière de climat. Et une fois que ces informations-là sont collectées, elles peuvent être disponibles auprès de tous les acteurs, notamment les agriculteurs. Lorsqu'on sait à quel moment il faut s'aimer, et à quel moment il faut préparer le terrain ou tout ça. Donc des efforts au niveau continental peuvent être fournis, mais lorsque les informations arrivent aux paysans ou encore à l'agriculteur, tout de suite, on pourra aider à sa résilience. En attendant que les informations ne leur parviennent, les scientifiques sont certainement dans les laboratoires en train de faire des recherches. Comment ils gèrent cette situation? Comment vous faites sur le terrain? Vous constatez les faits? Comment vous faites? Je ne sais pas, tâtonnement. Après, je veux dire qu'il faut savoir que les paysans africains sont extraordinaires. On a une capacité d'adaptation qui est appréciable. Donc, l'agriculture, en fait, repose sur l'observation. Et un bon agriculteur, c'est quelqu'un qui a une forte capacité d'observation. Donc, on a des paysans illettrés, ils ont vraiment une très bonne capacité d'observation. Donc, année après année, ils essaient d'observer le changement. Ils essaient donc aussi de s'adapter. Et quand ils l'ont testé, que ça marche, ils l'adoptent. Et puis aussi, faut dire qu'aussi en Afrique, on a de façon endogène nos capacités de transmission et de partage d'informations, de bonnes pratiques. Donc, dans la communauté, les agriculteurs savent se partager les bonnes pratiques, ils savent le diffuser à travers des canaux traditionnels qui existent. Et ça, c'est des choses aujourd'hui qu'on doit prendre en compte d'ailleurs dans l'amélioration de la transition qu'on prépare. Moi, je pense qu'aujourd'hui, notre transition ne doit pas être une transition reçue ou importée. Il faut que ce soit une transition co-construite qui prend en compte les savoir-faire, les pratiques endogènes des populations elles-mêmes. D'accord, vous avez été à cette conférence, on y revient. Quelles sont les nouvelles qui sont bonnes pour vous en tant qu'acteur de la société civile, surtout en tant que président du Club de développement durable et coordonnateur de l'Alliance panafricaine pour la justice climatique? D'abord, c'est de savoir que les acteurs de la société civile pourront bénéficier de fonds directement. Il y a des fonds qui sont disponibles au niveau de la BAD. Donc, les acteurs de la société civile pourront bénéficier de ce fonds-là. Ça, c'est déjà un succès pour nous. Et l'autre succès, la BAD
a une initiative qui cible les jeunes. Depuis l'année dernière, ils ont lancé une initiative qui consiste à mettre les jeunes en compétition. Donc, les lauréats bénéficient de près de $100,000. Donc, ça cible les jeunes. Donc, ces initiatives-là peuvent bénéficier de ce fonds et permettre à ces projets-là de se développer. Donc, voilà pour nous déjà des retours qui nous sont satisfaisants. Comment est-ce que ces fonds ou ces bonnes nouvelles peuvent atteindre ceux qui sont dans les plantations, ceux qui ne sont pas constitués peut-être en coopérative, en organisation de la société civile, mais qui sont de grands producteurs, qui sont concernés par les effets du changement climatique et par ces fonds? Déjà parce que, à la différence de la machine l'État, la société civile est une organisation en elle-même qui est inclusive. Donc, des filières de sociétés civiles sont constituées des organisations de sociétés civiles des populations. Donc aujourd'hui, on a des organisations de populations, de sociétés civiles autochtones, allogènes, qui sont sur des territoires et qui travaillent au contact avec les populations elles-mêmes. Donc, le choix de la BAD aujourd'hui d'aller vers la société civile, c'est parce qu'elle a pris conscience de sa capacité à toucher directement ces acteurs. Parce qu'aujourd'hui, le mal de notre système de développement donc, sur plusieurs territoires africains, c'est que parfois on a l'impression que nos solutions ou les financements ne touchent pas les populations qui sont les plus éloignées de la capitale, et c'est ce que la société civile vient corriger. Et je pense que la BAD fait le bon choix de compter sur la société civile parce qu'elle est beaucoup plus proche des populations. Elle travaille depuis plusieurs années déjà avec les populations. Elles connaissent leur réalité, elles vivent avec les populations. J'ai l'habitude de dire qu'aujourd'hui, pour amorcer ce développement-là, on n'a pas, pour garantir la résilience climatique sur le continent, on n'a pas besoin de personnes extraordinaires, mais on a besoin de personnes ordinaires qui connaissent les réalités des territoires et qui, avec empathie, propose des solutions et les porte de façon responsable. Et ça, la société civile compte le faire. D'accord. Il y a 13 milliards de dollars pour fournir à 20 millions d'agriculteurs des technologies agricoles climato-intelligentes et 20 millions d'agriculteurs et d'éleveurs une assurance indexée sur les conditions météorologiques. Alors, Abad a ciblé 20 millions d'agriculteurs avec un impact attendu. Alors, ce fonds, en quoi est-ce qu'il va consister et quel est l'impact surtout qui est attendu? D'accord. Au niveau des fonds, il faut dire que pour tout projet, pour toute initiative, les fonds sont indispensables parce qu'on peut avoir souvent de beaux projets. Juste à une petite échelle, on peut les réaliser. Mais lorsque nous voulons étendre ces initiatives-là, il faut absolument avoir suffisamment de fonds. Donc ces fonds vont entrer naturellement dans la mise en valeur, par exemple, des surfaces culturelles ou encore dans la réalisation des barrages des barrages par exemple pour l'agriculture, dans la réalisation également de l'acquisition du matériel agricole et tout ça. Donc voilà à quoi ces fonds pourront intervenir. Je pense bien que Daniel, qui est dans le domaine, pourra certainement mieux enrichir et dire comment peut-être ces fonds pourront être utiles. Surtout. Oui, puisqu'on parle surtout de technologie agricole climato-intelligente, c'est-à-dire qu'il faut pouvoir s'adapter à l'évolution du climat. Qu'est-ce que vous dites par rapport à ces fonds annoncés? Oui, déjà il faut entendre par là d'aller vers une gestion de précision, donc qui nous permet donc de gérer non seulement les ressources naturelles avec beaucoup de précision, c'est-à-dire qu'il faut gérer l'eau avec précision, mais aussi il faut réduire les pertes post-récolte. Vous savez, un continent comme le nôtre, qui aura bientôt près d'1 milliard de populations à nourrir, on n'a pas de raison de continuer d'avoir ces pertes post-récolte et de les accepter. En Côte d'Ivoire, par exemple, on a près de 35% de pertes post-récolte seulement dans le céréal chaque année. Donc ça veut dire qu'on a une capacité de production, mais seulement les produits qui sortent des champs n'arrivent pas dans l'assiette du consommateur, dans la chaîne de valeur, on paie 35%. Et ces solutions intelligentes permettront d'optimiser la gestion de toute la chaîne de valeur, et c'est ce qui est important. Et je pense que la BAD mettra essentiellement l'accent sur la vulgarisation des solutions qui existent. Les solutions existent en Afrique, ça c'est ce qu'il faut noter. Les solutions existent, nos chercheurs cherchent et trouvent, mais seulement parfois ces solutions ne sont pas vulgarisées. Donc les populations n'ont pas information de l'existence de ces populations, ces solutions ne sont pas subventionnées pour permettre donc aux populations d'avoir accès à ces outils pour améliorer les pratiques. Et je pense que c'est sur ça que la BAD mettra l'accent, sur la vulgarisation
vulgarisation des solutions, sur l'accessibilité de ces solutions à travers la réduction des coûts, mais aussi à travers l'adaptation donc de ces solutions à la réalité des populations. Donc on a par exemple aujourd'hui la plupart de nos territoires où la connectivité est encore difficile. Donc pour parler de solutions climato-intelligentes, il faut qu'on ait une couverture de réseau qui soit importante pour permettre à un paysan qui est à Bonnet, à 800 km d'Abidjan, qu'il ait le réseau dans son champ pour pouvoir utiliser une solution qui soit intelligente. Parlons justement de la transition énergétique. Oui. À quel niveau est-ce que nous en sommes? Ça a été également abordé lors de ce forum au Bujumbura. Oui, il faut dire que c'est une question importante, surtout quand on parle de transition énergétique, on a tendance à voir les pays développés. Parce qu'eux, ils ont basé leurs ressources énergétiques sur les énergies fossiles. Et on reconnaît tous aujourd'hui que ce sont eux les plus grands pollueurs. Donc cette transition énergétique, directement, ce sont les pays développés que nous voyons, mais aussi en Afrique et même en Asie, on a besoin aussi de parler de cette transition énergétique-là. Parce que, mine de rien, nous avons pour source d'énergie aussi les énergies fossiles et les barrages hydroélectriques. Mais de plus en plus, nous devons nous tourner vers les sources d'énergie renouvelables, par exemple. On en parle, mais souvent on ne voit pas de façon concrète sur le terrain. L'énergie éolienne, on continue à fonctionner comme avant. Quel est le problème? Est-ce que c'est une volonté politique? Parce que quand on parle des pays développés, la plupart du temps, les gens se disent qu'il y a beaucoup de moyens, il y a la logistique, il y a la compétence. On se dit également en Afrique, il y a les moyens, il y a la compétence. Qu'est-ce qui coince? Je pense que toute transition suit des étapes. Et je ne pense pas que nous avons opté pour une transition radicale ou une transition brutale. Je pense que nos États ont opté pour une transition progressive. Et cette transition suit un certain cadre qui prend en compte l'information, la sensibilisation, la formation, l'outillage. Donc on va progressivement. Je pense qu'il y a 10 ans en arrière, dans nos villages, on ne trouvait pas des panneaux solaires sur les cases. Aujourd'hui, on en trouve. Dans certains villages, on en trouve. Donc nous sommes vraiment en train d'aller vers cette transition, mais elle est progressive. Aujourd'hui, de plus en plus, on voit des pompages solaires à travers les champs. Donc ça veut dire que nous sommes en train d'amorcer la transition. Mais il faut, en Afrique, on évolue par effet d'expérience. Donc il faut qu'on ait des pilotes qui marchent, qui rassurent les populations et qui permettent aux populations d'adopter la transition, et nous passerons vers la transition. Donc aujourd'hui, on est au stade où la banque décide de financer des pilotes pour que sur nos territoires, on ait des pilotes d'utilisation d'énergie renouvelable qui dressent des solutions de première nécessité des populations et qui fonctionnent, qui marchent et qui amènent les populations à les adopter et à faciliter donc la transition vers cette nouvelle source d'énergie. Alors Thomas, je voudrais ajouter pour dire qu'au niveau de la Côte d'Ivoire, par exemple, dans ces nouvelles CDN, les nouvelles contributions déterminées au niveau national, il y a la question du mix énergétique qui a été beaucoup développé. Donc le gouvernement de Côte d'Ivoire s'engage à travers un mix énergétique. Donc près de 40% d'énergie renouvelable et aussi des énergies fossiles. Et aujourd'hui, au niveau de la Côte d'Ivoire, il y a la promotion de l'énergie à partir de la biomasse. Donc dans le sud-est de la Côte d'Ivoire, il y a même une usine de production d'énergie à partir de biomasse, donc qui sera faite. Et même il y a des projets de réalisation de bus électriques et tout ça au niveau de la Côte d'Ivoire. Donc ce serait une source de production d'emploi. Donc il y a la question de la formation pour l'adéquation avec toutes ces nouvelles réalités. Si. Donc effectivement, parce que les nouveaux emplois les emplois de demain se trouvent dans ce secteur-là. Donc on a vraiment aujourd'hui besoin de verdir nos emplois. Soit on les verdit ou on crée de nouveaux emplois qui soient plus verts, parce qu'on est de plus en plus en train d'aller vers ce nouveau mode-là. Donc il faut qu'aujourd'hui on ait de la formation pour verdir les emplois existants et pour créer de nouveaux emplois qui seront dans ce nouveau secteur d'énergie renouvelable. Et ce qu'il faut noter, c'est qu'aujourd'hui, de plus en plus, on est en train d'intégrer dans toutes nos chaînes de valeur la prise en compte de cette transition. Moi, je suis un très bon acteur dans la filière porcine, mais aujourd'hui, dans nos fermes agricoles, on est en train de travailler sur la gestion du lisier pour faire de la méthanisation. Donc, c'est des choses qui sont en train de s'approprier aujourd'hui progressivement
sur nos territoires par des paysans, par des fermiers. Après un tel forum, on imagine qu'il y a une restitution auprès des bases qui va être faite. Oui, naturellement, oui. Donc, ce que nous faisons déjà, c'est de pouvoir créer un cadre. Comme nous gérons une plateforme de la société civile au niveau de PACJA Côte d'Ivoire, nous avons une 50aine d'organisations de la société civile. Nous prévoyons déjà une restitution, mais ça sera pratiquement à la fin du mois d'octobre. D'accord, les perspectives, on termine par ça. Après le forum, au niveau de l'agroécologiste que vous êtes, la grainothèque que vous gérez, quelle est la suite à donner? Alors, je pense qu'après ce forum, c'est de renforcer l'organisation de la société civile parce qu'il y a l'opportunité. La société civile, beaucoup d'années, s'est plainte du fait que les financements ne sont pas disponibles pour leur permettre donc de jouer une part active dans cette transition-là. Et aujourd'hui, avec cette annonce de la BAD à ce forum de la société civile, il faut renforcer la structuration de la société civile. Il faut renforcer les capacités des organisations membres de la société civile dans la rédaction de projets, dans l'adaptation de leurs projets par rapport au cahier de charge de la BAD, mais aussi par rapport aux orientations, aux choix stratégiques, aux urgences de la BAD. Et je pense que c'est à ça qu'on s'attelle aujourd'hui. Il faut que la société civile puisse resserrer les rangs et qu'on aille chercher de financement, qu'on soit... j'allais dire qu'on puisse respecter les critères parce qu'il faut dire que la société civile elle-même aujourd'hui, il y a beaucoup de structures de la société civile qui ne remplissent pas les conditions. Parce que la société civile, pour la plupart, ne fonctionne pas correctement, ne font pas de PV, ne font pas d'assemblée générale. Donc c'est tout ça que la BAD veut aussi corriger à travers ce fonds parce que pour candidater à ce fonds, il faut déjà respecter quelques principes de base de fonctionnement d'une société civile. Merci Daniel Oulaye, vous êtes agroécologiste, fondateur et gérant de la grainothèque, vice-président de la commission agriculture de PACJA Côte d'Ivoire. Merci d'être passé sur notre plateau. Merci également à Oboué Durand, président du club de développement durable et coordonnateur de PACJA Côte d'Ivoire. Merci d'être passé sur notre plateau. Merci beaucoup Thomas. C'est la fin de cette émission. Merci à tous de l'avoir suivi. Bonne suite de nos programmes sur Medi 1 TV Afrique.